à toutes et tous, de retour sur l'antenne de Clé RTL, la suite de ces Proximus 24 heures de Spa avec toutes les équipes d'RTL Sport. Le point dans l'immédiat sur le classement tel qu'il se présente à l'heure actuelle. La première position est pour la Maserati MC12 numéro 9, auteur de la pole position et copiloté notamment par Eric Van de Poel. Ensuite, deuxième position pour la voiture sœur, la numéro 10, l'autre MC12, et toujours du Vitaphone Racing Team de Babidi, Biaggi et Davis. Et la troisième position, en tout cas, avant son arrêt au stand que vous constatez là à l'image, il y avait la numéro 22 de Menten Dué Hernandez et Kerol. Philippe Jacquemot, il s'est passé beaucoup de choses depuis notre précédent direct. Ah oui, effectivement, puisqu'on a quitté les voitures avec les Maserati qui avaient repris la tête alors que c'était les Aston Martin qui avaient dominé la première heure. Les Maserati sont revenus à la fin de la première heure parce que la piste s'est asséchée. Il y a eu des ravitaillements, des changements de pneus, des voitures qui sont parties en slick. Là, on revoit le départ. Et puis, il y a eu quelques accidents. On va peut-être les revoir d'ailleurs. On va profiter de ces images pour un petit peu parler du départ avec notre ami Stéphane Lemray qui nous a rejoint et dont la voiture avait terminé le premier relais très fort. Là, on voit Eric Van de Poel un petit peu dépité par le mauvais départ de sa voiture. Et puis ces images magnifiques de l'Aston Martin. Alors Stéphane, là on voit ce sont des pneus intermédiaires et c'est pas votre voiture, c'est l'autre. C'est celle qui a eu un accident. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec cette voiture? Oui, donc malheureusement la voiture numéro 2, donc l'autre voiture de l'équipe GPC Ferrari, a été victime d'un accident. Jean-Denis Deletraz a fait un tête à queue qui n'aurait pas dû porter à conséquence, mais malheureusement une des Porsche Group M, une des Porsche officielles l'a heurté, justement au virage qu'on voit à l'écran pour le moment. Et voilà, c'est l'abandon pour l'autre voiture du team. Nous on essaye de continuer sans trop le penser et on est cinquième, donc pour nous c'est pas mal pour le moment, ça se passe comme on en avait envie. Et vous êtes remonté troisième quand même, hein. C'était assez exceptionnel ça, une super fin de relais. Oui, c'était sympa. Disons qu'on avait fait le bon choix de pneus au départ, des pneus intermédiaires. Il faut dire qu'avec nous, là, ça c'est... Alors voilà, ça s'est passé tout à l'heure, effectivement, sur le coup de... Juste après qu'on se soit quitté. On va revoir l'accident exactement dont on vient de vous parler. Là, c'est Deletraz qui est au volant. Et Collard qui ne peut rien faire pour l'éviter. C'est pas vraiment de sa faute, C'est pas vraiment la faute de Collard, effectivement, le pauvre Collard là, parce que je comprends pas pourquoi on dirait qu'il a mis la marche arrière, Jean-Denis. Je sais pas ce qu'il a fait, il a fait une petite erreur. On voit l'autre voiture de votre équipe qui est rentrée salement amochée. Même chose pour cette Porsche que l'on voyait plutôt en bonne position en cas de pluie. Et pour eux, et ça fait maintenant 50 minutes qu'ils sont au stand pratiquement. On peut dire que les carottes sont cuites. Oui. Le pauvre Jean-Denis Deletraz était un peu catastrophé aussi et c'est l'abandon pour l'autre Ferrari malheureusement. Voilà, et puis vous l'avez vu, il y a eu un accrochage également entre Wendlinger et la Lister. Wendlinger, il a pu repartir sans trop de problème puisque sa voiture maintenant occupe attendez que je ne fasse pas d'erreur, la 6e position. Tandis que la Lister, elle est au stand avec une direction pliée et on ne sait pas si cette voiture va pouvoir repartir. Alors nous avons Eric Van de Poel à l'interview. Intermédiaire fantastique de chez Pirelli, donc c'est vrai que pour le moment, soit en stick ou en pli, alors on est entre les deux et pour le moment ça nous réussit, donc tout va bien. Alors on va voir au volant. Pardon ? On vous verra quand au volant de la Maserati numéro 9? Et là maintenant Michael Barthez va partir et puis moi je prendrai le relais suivant. Merci. Voilà, Eric Van de Poel donc plutôt optimiste, on l'avait vu dépiter tout à l'heure, sa voiture est en tête de la course, 51 tours accomplis après 2 heures et 14 minutes de course. Derrière l'autre voiture du team, celle pilotée par Babini. Et puis on peut peut-être faire un petit tour des autres concurrents belges. On a déjà parlé de Loïc Demant et Stéphane Lemray qui occupent la 6e place, ils sont avec nous. Marc Gossens sur l'Aston Martin occupe la 8e position. Elles sont pas à la fête, les Aston Martin, contrairement à ce qu'on pensait. Après pourtant 50 premières magnifiques minutes de course tout à l'heure où elles avaient véritablement pris le large. Et puis là, elles sont véritablement rentrées dans les rangs. C'est la pluie apparemment et leurs pneumatiques qui leur ont permis de briller comme ça tout à l'heure. Voilà, la voiture qu'on vient de voir, c'était celle de Voss Mollekens et Bouchu qui occupe la 11e place. Alors tandis que celle-là, c'est l'autre, c'est celle de Frédéric Bouvy qui était avec nous tout à l'heure. Et si je ne me trompe pas, j'essaye de les retrouver dans le classement.
la voiture. Ils sont 12e, Voilà. ils sont 12e. Avec Steve Zakia au volant. Un petit mot de la Vertigo qui s'en sort pas mal non plus, alors que Richard Virenque s'apprête à prendre le départ. La Vertigo qui occupe la 16e place avec Coupens, Lenders et Sylvie Delcourt, si je ne me trompe pas. Il y a également Jérôme D'Ambrosio qui est sur cette voiture. Exactement. Et alors, elle est juste derrière la voiture pilotée par François Labarthe, qui est l'autre voiture, enfin qui est la voiture pilotée également par Didier de Ramiguez, dans laquelle va monter notre ami Richard Virenque, qui nous a déjà sorti quelques belles déclarations. Notamment le premier jour, quand il a vu sortir une voiture devant lui, on lui a demandé c'était quelle marque. Il a dit oh je sais pas, mais c'était une grosse en tous les cas. Et j'ai une autre déclaration, lorsqu'il a roulé sous la pluie, il est rentré au stand en disant c'est dingue, les autres concurrents, ils n'ont pas vu qu'il pleuvait, ils ont continué à rouler vite. C'est quand même magnifique. C'est magnifique, on l'adore. C'est bien qu'il soit venu un petit peu en sport automobile, d'autant plus qu'il fait ça très très bien, tout le monde le dit, il s'applique, il n'est pas ultra rapide, sauf dans le raidillon peut-être, on le disait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il fait des efforts, Richard Virenque, et c'est un vrai athlète, hein, il faut pas se leurrer, donc il sait ce que c'est d'avoir mal, de s'appliquer et de faire attention, quoi. Et puis dans cette voiture, il a deux magnifiques parrains, hein, la personne de Didier de Radigues et Philippe Alliot, qui l'aide évidemment. Parce que débuter quasiment en sport automobile dans les 24 heures, c'était peut-être pas la meilleure idée, le meilleur conseil qu'on pouvait lui donner. Si vous voulez un avis de pilote, je trouve que c'est de la folie furieuse. Ils sont complètement fous de l'avoir lancé là-dedans. C'est un truc à le dégoûter ou à le tuer. Donc voilà. Ils prennent des risques pour lui. Lui, il sait pas du tout où il débarque. Je pense qu'il est un peu inconscient, mais tant mieux si ça se passe bien. On espère. La voiture d'Eric Van de Poel au ravitaillement. Michael Bartels qui va prendre le volant. Et Timo Scheider qui sort. Il a quand même roulé pendant 2h17 dans cette voiture. Il s'en est bien sorti. Il était à la rue complètement noyé après une demi-heure de course. Il est revenu à la fin de la première heure et maintenant il a creusé un écart assez impressionnant sur ses principales rivales qui sont les Aston Martin qui sont relégués à 2 et 3 tours. Autant dire que cette voiture, on disait qu'elle allait sans doute viser le classement après 6 heures de course, ce qui donne déjà 5 points au championnat du monde de FIA-GT. Ils sont peut-être pas loin de réussir leur pari en tous les cas. La voiture marche bien, elle va vite et quand il fait sec, c'est plus facile. Alors Stéphane, ça reste peut-être un petit peu délicat quand même, hein, parce que c'est pas sec partout, c'est sec sur la trajectoire. Oui, c'est ça, c'est sec sur la trajectoire et encore pas partout. Donc pour le moment, par exemple, mon équipier Loïc Deman qui est en piste sur la Ferrari numéro 3, lui il est toujours en pneu intermédiaire, pardon. Donc je pense que là il faudrait quand même penser à le faire rentrer pour mettre des slicks parce qu'apparemment les voitures chaussées de pneus slicks sont plus rapides. Donc je pense qu'ils vont pas tarder à l'arrêter et tout le monde va bientôt rouler en slick. Alors vous l'avez vu, les deux voitures de tête sont toutes les deux rentrées en même temps, la 9 et la 10. Les deux MC12. Apparemment un ravitaillement qui se passe sans problème, la routine. Deux voitures qui sont donc dans la tête du classement avec des chronos, des meilleurs chronos, pourtant pas forcément spectaculaires. 2.28.2 pour la 9, 2.27 pour la numéro 10. Alors qu'on trouve des chronos du côté de 2.25 par exemple pour la voiture numéro 17 de Domination. Donc on est devant et on assure pour l'instant un rythme correct mais pas non plus de folie. Voilà, c'est le deuxième arrêt pour les Maserati qui ont respectivement passé 3 minutes 12 et 2 minutes et 3 minutes quasiment dans le stand. Donc ça se passe plutôt bien, hein. On pronostique 1 minute 30 d'arrêt par ravitaillement. Ils sont exactement dans les temps et comme ils sont rapides en piste, cette voiture marche très très fort. Dans le trafic, avec juste derrière elle la voiture numéro 22 qui occupe la 3e position. Et toujours notre fameuse Et donc c'est maintenant. Oh là là. C'est maintenant, et oui. Attention, c'est chaud. Il a récupéré la 2e position. C'est Marc Duet. Bien vu, Marc Duet. Marc Duet qui est au volant. Ouais, qui a remplacé Jos Menten. Jos Menten qui a fait un très très long premier relais et qui a hissé la voiture jusqu'à la 3e position. Drôlement bien joué. Mais les Maserati viennent de mettre leurs pneus slick, hein, donc ils doivent les chauffer là et prendre un peu leur marque en pneus slick puisqu'ils avaient encore des pneus intermédiaires, j'ai vu au ravitaillement. Donc là ils sont en pneus slick, pas tout à fait chauds et ils doivent surtout trouver leur marque et voir comment ça fonctionne. Donc je pense que la Maserati va revenir d'ici quelques tours. Alors vous êtes juste devant la Corvette numéro 6 d'Anthony Kumpen et Jeroen Blekemolen qui est au volant. Hier on disait exactement le contraire, hein. On pensait que cette voiture serait loin devant et qu'elle allait taper tout le monde, et c'est pas du tout le cas. Ça me donne le sourire. Bon,
c'est encore, ça veut rien dire pour le moment, mais enfin bon, c'est vrai que c'est quand même agréable d'être en 6e position, surtout qu'on est parti 14e et que on était, on nous regardait un peu en rigolant parfois, à l'air de dire ouais, les pauvres gars là, 14e, ça va pas bien avec leur Ferrari, mais bon, nous on est toujours resté confiants parce que on n'a pas du tout cherché la performance aux essais, on a réglé la voiture pour qu'elle soit facile et dans toutes les conditions, et donc dans les conditions qu'on a actuellement avec une piste très changeante. On avait adopté des réglages pour ça et on a utilisé ces réglages-là au calibre. Donc c'était pas étonnant qu'on soit pas très compétitif sur une piste tout à fait sèche. Voilà, il va aller au contact. Marc Duet, on l'avait vu là dans les échappements de la Saline. Alors que cette voiture, celle de Stéphane Sarrazin en l'occurrence, eh bien elle va tenter maintenant de combler le retard. C'est Darren Turner qui la pilote. 4e position. Mais ils sont à quasiment un tour. Mais en fait, les Aston Martin ont un gros problème, c'est que, c'est pas gentil de dire ça, mais elles sont chaussées de pneus Michelin et ça c'est très bien. Attention, le travers. On revoit l'accident tout à l'heure. On revoit l'accident de Jean-Denis Delétraz avec Emmanuel Collard. Il a mis la marche arrière. Oui, je comprends pas très bien ce qu'il a fait. C'est vraiment bizarre. Il a voulu se dégager. Pour revenir sur mon idée de pneus, bon, les pneus Michelin ils sont super quand il fait sec ou quand il pleut fort, mais leur pneu intermédiaire est beaucoup moins bon que le Pirelli. Donc, et comme là, jusqu'à présent, on va écouter Stéphane Ortelli. Est-ce qu'il y a une chance de la voir repartir dans cette course? La voiture, elle est en train d'être réparée, remise droite. Ce qui est important, c'est que Manu Collard, il est rien parce que ça a été un gros choc. Il a malheureusement eu une compréhension avec la voiture qui est en tête à queue devant lui, il y a 2 ans, qui a pas vraiment tiré sa tête à queue. Le choc était très violent et dommage, on n'a pas le son. Justement, la chose, c'est que Manu aurait pu se faire bien plus mal, donc c'est déjà bien que ça soit comme ça. Maintenant, la voiture, on ne sait pas si elle va être réparable. Pas pour l'instant. Ils l'ont redressé, donc là maintenant c'est redressé, maintenant il faut savoir si elle est conduisible. Donc on va essayer de remonter les pièces, voir si ça se place à peu près dans les points qui devraient être à peu près les points vraiment check-up importants de la sécurité de la voiture. Et on va l'essayer, si ça marche, on va en continuer. On va essayer de prendre des points pour le championnat de Collard et Sagden. Est-ce que le moteur a surchauffé puisque le radiateur a été touché peut-être? Non, les radiateurs ils seront remis à neuf, c'est pas grave. L'important c'est que elles soient remises droites et qu'on puisse. Mais bon, c'est vraiment ralent quoi. Après 2 heures de course, on n'a vraiment pas eu de chance. Et je vous dis, la seule bonne chance c'est que Manu ne se soit pas fait mal parce que c'était un gros choc. Et voilà, effectivement, 2 heures de course pour Stéphane Ortelli, mais quand même 1 heure, 2 minutes et 50 secondes passées dans le stand. Pour dire quand même que pour eux, les carottes sont cuites. Il n'y aura pas d'exploit. Et voilà l'autre voiture du team. Voilà, qui mettra du baume au cœur. Le numéro 66 de Libre de Federer lourd. Ouais, c'est aussi une voiture qui est très très bien conduite. Ouais, donc qui pas mène trop le de soucis GT2. pour eux. Et qui est 12e au général, leader du GT2. Et voilà, on voit la voiture accidentée. Ils ont tout vidé. Il va falloir redresser la carrosserie. Meilleur temps en piste de 21,856. C'est pour la voiture numéro 15. C'est pour la Maserati MC12 du JMB Racing. Actuellement 5e position. Et on voit Richard Virenque en action. L'avis de Stéphane Lemray sur les trajectoires de Richard Virenque, académique. Oui, la trajectoire c'est pas mal. Non, là il vient de prendre la ligne blanche, c'est un petit peu dangereux, mais enfin bon, ça va, c'est passé. Mais ouais, le rythme n'est pas très élevé, mais enfin bon, il faut voir avec quel pneu il roule. Et puis de toute façon, c'est vrai que c'est déjà pas mal, franchement, ce qu'il fait, c'est étonnant, mais c'est un peu fou de le lancer là-dedans. Alors c'est pas Virenque qui est au volant, c'est François Labarthe qui est quand même un pilote hyper expérimenté. Labarthe, il doit avoir une bonne 50aine d'années. Il a fait de l'Opel Roll Lotus, il a fait de la Nissan. Donc ça c'est un des 2 bons pilotes de l'équipe avec Didier de Radiguez. On va voir dans quelques minutes ce que ça donnera avec Richard Virenque au volant. Ça ira sans doute un petit peu moins vite. Alors que les voitures de pointe, eh bien on vient le dire, elles roulent en 2 minutes 21, 2 minutes 22. Ça c'est quasiment les temps qu'on devrait faire sur le sec quand tout va bien. Pour revenir sur cette voiture à l'image, pour l'instant ça va pas trop mal. La 15e position pour cette voiture numéro 121. La 15e position et dans le sous-classement, c'est aussi une très très bonne position, en tout cas pour ce stade-ci de la course. C'est un tour de plus, ce ne sera pas pour... quoique, alors évidemment on va peut-être se passer maintenant.
On va voir si la voiture rentre. Ce sera donc un tour de plus. Alors, une belle image de ralenti. Et histoire d'être revenu, notamment pour le changement de pilote et la montée en piste de Richard Virenque, faisons s'il vous plaît une coupure de pub maintenant. De retour sur la piste de Francorchamps avec cette voiture numéro 15 à l'image, la MC12 du JMB Racing, qui actuellement est en 5e position, qui a réalisé le meilleur chrono ever de 21.6. Ça descend, tout va très très bien. Un tour de retard par rapport à la tête de la course, et en tête c'est précisément une Maserati. C'est pas celle qui est à l'image, C'est sa copine. c'est sa copine, exactement. Et vous êtes en caméra embarquée. Avec Karl Wendlinger, en Absolument. plus, ex-pilote de F1, répétons-le, on ne s'en lasse pas. Voilà Stéphane, ça commence à tourner vite maintenant. Mais oui, c'est pas mal ça, 2,21, c'est notre temps de qualif, donc nous on n'a même pas été plus vite que ça au qualif, mais bon, faut dire qu'on a eu un petit problème, mais donc oui, là ça commence à s'approcher des temps des pneus slick, de la piste sèche. Donc, Et attention, cette voiture numéro 15, elle a quand même gagné déjà une course cette année, c'était à Magny-Cours, la deuxième course du championnat. Celle qui est devant elle n'a pas encore gagné, mais elle va vite quand même. ouais. Et la Aston Martin va remonter aussi, elle est en 2,21, donc Effectivement, Darren Turner, 4e position. On n'a pas l'image, voilà. Renault Cupens sur la Vertigo qui se fait dépasser proprement. On se revient de voir à l'image, Stéphane Lemray, du comportement de la voiture et du positionnement des mains du pilote sur le volant. Elle avait l'air facile à conduire. oui, ça a l'air de virer un peu comme sur des rails, donc ça a l'air plus facile que la Ferrari. Nous, on doit vraiment se battre. La voiture bouge beaucoup, donc bon, elle est prévenante, c'est-à-dire que quand elle commence à glisser, elle glisse en douceur. Donc Et il y a des débris sur la piste, Oui. attention les pneus. Ouais, c'est un morceau de carbone qui traîne, je ne sais pas d'où il vient. c'est pas terrible ça. Hein. Non, c'est pas terrible, difficile pour les commissaires de piste d'aller balayer maintenant. Mais ça a été très chaud, hein, le début de course, la première heure. Enfin, j'ai roulé quoi, 1h20, quelque chose comme ça. Et il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de sorties, beaucoup de tête à queue et énormément de dépassements. Il s'est passé plein de choses parce que on roulait pas tous avec les mêmes pneus. Il y en avait en slick, il y en avait en pluie, il y en avait en intermédiaire. Donc ça a beaucoup bougé et bon, c'était assez sympa à voir, je pense, de l'extérieur aussi. En tout cas, de l'intérieur, c'était passionnant à vivre. Et voilà notre ami Richard Virenque qui va se faire dépasser par une Ferrari. Et il reste bien à gauche, voilà, j'y vais. Oui, il se plante vraiment, sans aucun problème. Ouais, il va pas prendre de risque non plus pour ses 3 premiers tours. Il ouvre bien à Blanchimont. Il va se faire dépasser par une Porsche. Ça doit être Pendant la l'inverse. ligne droite quand même. Ne soyons pas trop méchants. Eh bien si. Si, il laisse passer gentiment, correct. Il va même dans l'eau pour lui faciliter la vie. Et la Saline, elle va pas se faire prier, elle va y aller aussi. Ça, je pense que c'est Virenque, effectivement. Ouh là 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 là. Voilà, ça illustre bien ce que je disais tout à l'heure, c'est que Il sait pas trop où se mettre sur la piste. le quoi. pauvre, hein, je veux dire, n'importe qui dans sa position, il a fait 2 courses dans sa vie. Qu'est-ce que vous voulez qu'il sache où il est là? C'est n'importe quoi. Une Viper, j'ai roulé en Viper l'année dernière, c'est une voiture difficile. Il a absolument aucune expérience, les conditions sont difficiles, donc c'est un peu de l'inconscience de rouler dans ces conditions-là, mais bon. Maintenant, j'espère que ça va bien se passer. Il faut le suivre, voilà, parce que c'est intéressant à voir. Et Blanchimont, en l'occurrence, c'était pas le meilleur. C'était pas là qu'il fallait aller se planquer. Il fallait aller se planquer exactement de l'autre côté de la piste. Non, c'est sûr, mais lui, il peut pas le savoir, le pauvre. Ouais, d'ailleurs, c'est amusant parce que hier, j'ai eu l'occasion de voir Eric Van de Poel et Jérôme D'Ambrosio. Et D'Ambrosio, qui roule sur la petite Vertigo, demandait à Eric qu'est-ce que je dois faire quand une voiture plus rapide derrière moi. Et Eric lui expliquait reste sur ta ligne, laisse les autres s'organiser, n'essaye pas de changer toutes les 5 minutes, etc. Ah bah non, c'était pas Virenque en plus de ça. On est méchants. On est piégés, on est piégés. Il va être content, l'autre pilote. Voilà. Bah, Ah. ceci dit, on était à 3 à avoir des propos Effectivement, parce qu'il objectifs. était, Ouais, désolé. Je sais pas qui c'est, Il hein, était mais pas à la bonne franchement, place. c'est pas terrible. Hein. Voilà. Bon, ben, il sera vraiment Voilà. doublement à suivre. Et belle image de l'Aston Martin. Vous avez vu les flammes qui sortaient de l'échappement. Alors qui est dans cette voiture? C'est la grande question.
Faisons un concours. Passons un petit coup. En tout cas, c'est pas Didier de Radiguez, ça je peux vous le dire. C'est pas Didier, ça paraît très clair. Ouais. Dernier tour pour cette voiture en 2,49,9. La Barthes, a priori, c'est un bon pilote. Il reste Philippe Prête, le monégasque, qu'on ne connaît pas bien non plus. C'est peut-être bien lui. Pilote payant. Et on a vu Philippe Alliot avec le doigt sur la bouche en train de se dire est-ce que j'ai bien fait de le lâcher. Et les autres tournent autour, hein. C'est vraiment incroyable. Ou bien la voiture a des problèmes, ou bien le pilote ne sait pas où il est. Non, la voiture n'a pas de problème, sinon il rentrerait plutôt. Voilà Philippe Alliot qui se prépare à aller coacher le ravitaillement. Une dernière consigne au pilote. Tandis qu'en tête de la course, rien ne change. Hein. Si vous étiez inquiet, ce sont toujours bien les deux Maserati et la Corvette de Duet, 3e. Aston Martin est 4e, Wendlinger 5e. Et la Corvette numéro 6 de Jeroen Blekemolen, Bert Longin, Anthony Kimpen qui est remonté à la 6e place devant Marc Gossens. Et puis attention parce qu'il y a quand même Nicolas Minassian sur celle qu'on appelle la Ferrari russe. Minassian, c'est pas n'importe qui non plus. 8e position. C'est amusant parce qu'il est devant Christophe Bouchu qui devait rouler sur cette voiture et qui finalement est passé sur la Ferrari Larbre. Enfin, ça va encore changer, mais amusant de voir que la Ferrari Larbre favorite, hein, fait partie vraiment des 3 ou 4 grandes favorites de l'épreuve. Pour le moment, ils sont que 9e. Ils ont dû faire des mauvais choix de pneus et peut-être une ou l'autre erreur. Oui, mais ils nous ont dit, hein, ils visent demain, eux, hein, c'est très très clair. Ouais. Ils ont un ordre de marche très pointu. Et c'est demain que ça se passera. Enfin, s'il pouvait être devant, il le serait. Hein. Oui, de fait. Et a priori, elle va rentrer, la Viper, puisqu'elle tient la corde et est à droite de la piste avant la source. Et effectivement, elle rentre. Voilà. Et puis si vous voulez savoir où se trouve Vanina X, eh bien, elle est en 22e position sur sa petite Porsche qu'elle partage avec Jean-François Enroul. Course très sage de cet équipage. Ils visent la tête de leur catégorie, la victoire de leur catégorie. Il faut savoir qu'ils ne sont que 3. Il avait déjà remporté l'an dernier. Elle est sur une très très bonne voiture, très bien préparée, Vanina et Jean-François. Alors on va suivre le ravitaillement de Richard Virenque. On met du fuel, 100 litres, 40 secondes plus ou moins. La voiture doit rester au sol, on peut changer le pilote. Et puis c'est seulement quand le fuel est terminé qu'on peut lever la voiture et changer les pneus. Ils n'ont pas l'air pressés. Non. Voilà. Didier de Radiguez nous disait c'est un équipage qui roule sans stress. Ils n'ont rien à gagner. Ils ne sont pas là pour la victoire. Ils n'ont pas les moyens de gagner. Donc on s'amuse, on fait ça professionnellement, mais sans s'énerver. Et ceci dit, Didier tout à l'heure était dans le top 10 au départ de la course sous la pluie. Oui, parce que Didier, de toute façon, quand il est au volant, même s'il promet d'être sage, Et même avec un pied gauche ça va vite. endommagé. Oui, je l'ai croisé en piste tout à l'heure. On n'avait pas les mêmes pneus, donc on s'est dépassé et redépassé l'une ou l'autre fois, et c'était assez sympa de rouler avec lui parce que on voit qu'il a une grande expérience et c'est vraiment un excellent pilote. La voiture de tête à l'image, la Maserati, juste devant sa voiture sœur, 25 secondes d'avance sur celle de Babini, la numéro 10, celle qui a les rétroviseurs jaunes. 3e position Duet sur la vieille Corvette. 4e Turner sur une Aston. 5e Karl Wedlinger, alors que Richard Virenque prend la piste. C'est bien parce qu'on va pouvoir lui voir faire quelques tours avant de se retrouver tout à l'heure sur le coup de 19h35. Ce sera notre prochain rendez-vous. Et puis Fabrice, peut-être qu'on peut faire la suite du classement rapidement. Alors oui, après Duet Turner, 5e position pour Vanlinger, la 6e place pour la voiture numéro 6, l'autre Corvette, celle du GLPK Racing. La Corvette jaune, hein. Absolument, ça celle-là c'est la jaune. 7e place, la Stone numéro 29 avec notamment Marc Gossens au volant. 8e place pour la 17 du Russian Edge Racing, une Ferrari 550 Maranello. La 9e position pour une autre 550, celle de Voss notamment. Et enfin la 10e place pour la numéro 3, celle de notre Belloc. consultant. Voilà, notamment Livio et Stéphane Lemray. Et Stéphane Lemray qui est avec nous.
Voilà, on se retrouve donc tout à l'heure 19h35, peut-être un petit insert dans le journal d'RTL TVI. D'ici là, portez-vous bien. Et rendez. La suite de ces Proximus 24 heures de Spa avec toutes les équipes d'RTL Sport sur Club RTL. Le classement dans l'immédiat avec en première position l'auteur de la pole, Eric Van de Poel sur la numéro 9, la Maserati MC12. Deuxième position pour la voiture sœur. La numéro 10 de Davis. Troisième place pour l'une des Aston Martin, c'est la numéro 28 de Brabham, Turner et Sarrazin. Quatrième place pour la 15, c'est une autre Maserati MC12, celle que vous avez à l'image. Et enfin la cinquième position pour la voiture numéro 6, la Corvette du GLPK Racing. Voilà, et pendant ce temps-là, eh bien, nous on va se taire pendant quelques secondes puisque nous serons bientôt en direct dans le journal sur RTL TVI. On reprend la parole sur TVI et puis après on revient ici au direct tout de suite. Donc ne vous étonnez pas si vous ne nous entendez pas parler pendant quelques secondes. Ah bah écoutez, effectivement ça fait maintenant exactement 3h38 et 45 secondes que l'on roule et le classement eh bien il est pas mal hein, puisque c'est Eric Van de Poel qui est en tête devant l'autre Maserati de son team, celle qui est pilotée par Davis. Stéphane Sarrazin est troisième et puis à la cinquième place on a quand même pas mal de Belges avec Anthony Klimpen et la Corvette. Sixième notre Belge Marc Duet, septième l'Aston Martin de Marc Gossens, huitième, neuvième pardon la Ferrari de Vincent Voss. Alors un début de course qui a été marqué par la pluie d'abord, il a plu un tout petit peu avant le départ. Donc les voitures sont parties en pneus pluie, les Aston Martin ont été souveraines, les Maserati qui étaient partis en pole position ont été complètement largués. Après une heure, la pluie s'est arrêtée, les Maserati sont revenus comme des avions et ont repris la première place. Et puis après, il y a eu quand même un gros accident ici, sans blessés, je vous rassure. Mais entre une voiture qui pouvait gagner, une Ferrari, celle de Jean-Denis Delétraz, et une Porsche, la Ferrari qui est sortie de la route, qui a reculé pour revenir sur la piste et qui a été percutée par la Porsche, qui arrivait très très vite dans ce morceau de ligne droite. Voilà pour les principaux faits de course. Et je vous ai donné le classement. Maintenant, Van de Poel, puis Davis sur la Maserati, et puis Sarrazin. Et voilà justement la Porsche qui a été accidentée, qui est en passe d'être réparée. Ça fait maintenant 2h10 que cette voiture est accidentée et on en profite pour revoir exactement ce qui s'est passé. Vous revoyez Delétraz qui sort, il recule, Emmanuel Collard qui arrive derrière lui et qui ne peut absolument rien faire. Conclusion, eh bien 2 heures de réparation pour ces voitures qui n'ont pas abandonné. C'était le principal fait de course. Vous voyez la voiture qui rentre au stand terriblement abîmée. Bon ben on vient de voir, hein, elle est réparée, donc c'est plutôt pas mal parce que cette équipe, eh ben, elle jouait la victoire si jamais il avait plu beaucoup. Bon ben maintenant ça fait pratiquement 2 heures, 2h30 qu'il n'a plus plu et donc les Maserati ont repris le dessus. Les Belges, eh bien on les trouve à la première place, à la 5e place, à la 6e place et à la 7e place. Et retour au direct de Club RTL après Frédéric Bouvy, après Stéphane Lemeret. C'est Paul Belmondo qui nous a rejoint. Bonsoir Paul. Bonsoir. Malheureusement, vous avez rangé la combinaison, vous êtes en civil. Que vous est-il arrivé ? En fait, notre voiture a abandonné dès le premier tour. Yann Kahn était au volant et en évitant la voiture d'Anthony Beltoise qui était parti en tête à queue dans Blanchimont qui tapait les rails, la voiture des bimoteur est arrivée derrière et l'a percuté à plus de 160 et donc on a essayé de réparer, ils ont enlevé le moteur et en fait le bloc moteur était fendu, donc c'était fini. Vous rouliez avec Yann Kahn, Charles Depot et Alain Van Den Hove et en plus vous avez accueilli durant tout ce week-end des enfants qui ont vécu grâce à vous un beau rêve, celui de vous assister et de vous suivre dans une course automobile. Malgré tout, il y aura eu les essais pour eux. Retour au direct, Philippe Jacquemotte, des ennuis tout à l'heure pour la voiture de Marc Gossens qui est en 7e position. C'est l'une des Aston Martin, c'est la numéro 29. Oui, les Aston Martin qui sont bien revenus dans le coup au cours de cette dernière heure.
puisque Turner occupe maintenant la troisième place. Bon, ils ont pas eu de chance parce qu'ils ont changé de pneu au moment où ça commençait à sécher. Ils sont passés en slick et puis un quart d'heure après, il recommençait à pleuvoir. Conclusion, ça fait un ravitaillement foutu, on peut dire. Donc ils ont dû revenir pour changer les roues. Et en plus de ça, du côté de Marc Goossens, pas de chance puisqu'il a fallu remplacer également la radio sur la voiture. Ce qui explique que Marc Goossens, qui était un des grandissimes favoris sur cette Aston Martin, pointe maintenant à la 7e position à 2 tours des leaders. Mais bon, on le sait, c'est jamais fini une course de 24 heures. La Lister d'ailleurs, qui était mal en point tout à l'heure, oui. Et la piste, on le voit ici. Donc voilà, Marc Goossens est 7e, ça explique sa mauvaise prestation, en tout cas sa prestation en demi-teinte pour l'instant. Alors que les deux Corvettes, elles sont pas mal. Marc Duhet 6e et devant lui Berthe Longin 5e. On attendait ces voitures, on voit qu'une fois que ça se calme et qu'il commence à faire sec et qu'on retrouve des conditions normales, la course aussi retrouve une certaine logique avec, on l'a dit, les deux Maserati et puis l'Aston Martin. Et maintenant cette Lister qui remonte, on va voir exactement où elle est. Elle est à la 32e position, la voiture pilotée notamment par une dame, par Lise Hallyday. Paul Belmondo, puisque malheureusement vous êtes spectateur depuis 16h et quelques minutes, votre avis sur le début de cette course? C'est un début de course qui est très, très difficile avec les conditions météo, des conditions qui ont été excessivement changeantes. Et c'est vrai, c'est très difficile pour les pilotes de faire le bon choix et pour les teams. Donc c'est très dur pour un pilote de rester en piste avec des slicks tout en sachant que la piste va sécher et que c'est peut-être la bonne solution, ou d'être avec des intermédiaires en espérant qu'il va repleuvoir. Donc c'est vrai, ça a été une situation un peu spéciale. Mais en fait, on retrouve quand même les voitures qui ont dominé les essais devant et on a pratiquement un classement, on va dire, normal après 3 heures de course. Alors difficile pour les pilotes, mais vous êtes team manager aussi, c'est pas plus facile à gérer non plus. Ça. On a vu chez Aston, ils se sont plantés quoi. C'est très difficile à gérer, vous savez, parce que c'est le pilote doit donner son avis sur la piste et l'écurie regarde la météo et à même de juger s'il va repleuvoir ou pas. Mais on connaît tous pas, on sait que c'est très difficile parce qu'on peut être ici dans les stands et ça peut sembler que ça va être sec et au fond du circuit c'est noir et il pleut et le pilote sait très bien qu'il faut peut-être rester en pluie. Donc c'est vraiment un circuit très difficile pour ça. En plus ça va très très vite. Et les conditions sont toujours dures, surtout lorsque vous êtes avec des slicks. Quand c'est avec bien sûr des pneus plus sur le sec, c'est pas idéal pour la vitesse, mais on risque pas de faire des mains. Voilà, et Andrea Bertolini qui se prépare à prendre le relais de Philippe Peter au volant de la voiture qu'il partage avec Karl Wendlinger. Voiture qui occupe actuellement la 4e position à un tour des leaders. C'est la voiture qui a gagné la course de Magny-Cours en championnat FIA GT. Pour beaucoup, c'est celle qui devrait gagner si c'est une Maserati qui gagne, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui nous dit qu'une Maserati va gagner. Entre temps, pour l'instant, ils s'en sortent plutôt bien. En tout cas, pour l'instant, record battu pour toutes les Maserati, puisqu'ils n'ont jamais roulé plus de 3 heures. Ça fait 3h45 qu'elles roulent et pour l'instant, tout va bien. Et Bertolini qui va prendre le départ maintenant est l'auteur du meilleur tour en piste depuis le début de ces 24 heures en 2 minutes 18 et 24 millièmes. C'est dire qu'ils sont en forme, ils sont bons et ils ont retrouvé le bon rythme. La voiture numéro 15, pilotée également par Wendlinger et Philippe Peter. Et la Corvette à l'image, alors que la Maserati ravitaille toujours. On l'attend cette Corvette, départ difficile, complètement largué dans la première heure de course. Mais voilà, pas de faute, pas de bobo. Une voiture intacte. Vous avez été un petit peu chaud aux essais et tout a pu fait le fond plat une fois ou deux. Mais là maintenant tout a l'air de bien marcher et ils entament une remontée. 2,19 et 5 dixièmes pour cette voiture. 2,18,3 pour les plus rapides. Et 2 tours de retard sur la voiture leader qui est celle de Van de Poel qui a jusqu'ici bouclé 88 tours. On a vu beaucoup de corrections de la part du pilote de la Porsche qui a mis son clignoteur à gauche pour dire tu peux passer à droite. Ça je crois que c'est important, Paul. Ouais, c'est toujours des moments très, très délicats lorsque les grosses voitures doublent les plus petites, parce qu'on n'est jamais sûr de si la voiture vous a vu et si elle va vous gêner ou pas. Ou en tout cas là j'ai vécu ce que j'ai souvent vécu, c'est dans une plus petite voiture justement de subir le trafic des gros. Et c'est vrai que c'est attention, des ennuis pour une des deux Ferrari de chez l'Arbre Compétition. Aïe aïe aïe. Ah non, c'est pas une L'Arbre, c'est celle de Stéphane Lemray. Stéphane qui était avec nous il y a 2 heures à peine. Voiture qui avait fait une magnifique remontée sous la pluie, parti 14e, ils étaient remontés 3 pour finalement être 5e quand Stéphane nous avait rejoint.
Il est loin des stands. C'est Jean-Philippe Belloc qui est au volant. Et là il va rentrer avec le pneu. Manifestement c'est une crevaison. Je crois qu'il va pas trop casser, il va pas trop endommager apparemment. Ça dépend si le pneu va déchapper ou pas. En tout cas, on peut voir que la carrosserie est déjà abîmée. On voit déjà que le fond plat frotte par terre. Donc malheureusement, une crevaison comme ça fait toujours des dégâts. Mais s'il a la chance que son pneu reste sur la jante jusqu'au bout, il risque pas d'abîmer le reste. Mais on voit les étincelles qui sortent sur le côté. Et il est déjà en train de sérieusement endommager sa voiture malheureusement. Mais c'est long, Francorchamps comme ça. Il reste tout blanchiment, toute la chicane. Ils étaient 11e. Je peux vous dire que là c'est toujours très angoissant pour les pilotes parce que vous êtes à 20 à l'heure ou 30 à l'heure et les autres arrivent à plus de 200 km/h ici là, dans Blanchimont. Et c'est une situation qui est très très chaude pour le pilote qui est dans la voiture et pour ceux qui arrivent derrière. Bon, les commissaires font bien leur métier. Mais... Je ne savais pas qu'il y avait des feux de détresse sur les voitures de course. Les clignoteurs on le savait, mais les feux de détresse moi je ne savais pas ça, Paul. Ouais, mais apparemment... Pas à l'avant, seulement à l'arrière. Si c'est à l'avant quand même. On les voit là, juste dans les phares. Proche de la série. Ouais, normalement, ça doit faire partie des petites choses du règlement où les choses doivent exister entre une voiture de route et une voiture de course. Et c'est Philippe Peter à l'interview, on va l'écouter. So we had 3-4 corners where it was still damp. Then the track was clear. The important thing is not to go away from the line because otherwise it's pretty dampy. And from there on I had a really good stint. Unfortunately I had a puncture. We don't know why. So I had to pit after half stint and put new tires, fuel again and do another stint, which from the time was good. The car is really competitive. Unfortunately we didn't have the right choice of tires doing the weather changing, but that it's luck or bad luck. So anyway, the car is running fantastically and we'll see where we can go. Thank you. Voilà, il est content Philippe Peter, il a les bons pneus, ils n'ont pas eu trop de soucis, juste une petite difficulté pour choisir les bons pneus en fonction des conditions météorologiques. Mais il le dit lui-même, ça se passe bien. Et... Arrêt de la 14, l'arrêt de la Lister de Lise Hallyday. Ça se passe à la chicane. Ça se passe au bus stop, qui n'est plus un bus stop. Ils aiment bien l'herbe hein, chez Lister. Oui, deuxième passage. C'est pas la première fois qu'ils passent par là. Ah, Lise Hallyday, elle est charmante, 27 ans, blonde. Plutôt mignonne d'ailleurs. Allez, elle est repartie. Pas trop de bobos apparemment. Et donc pour le pilote de la Maserati, on va terminer ce qu'il nous disait. Ben voilà, course sans histoire quasiment. Philippe Peter qui est actuellement, on va vous donner sa position exacte à la seconde près. Allez, il est 4e Philippe Peter. Donc voilà. Et la Lister, pas de soucis. Allez, tout de suite une petite tranche de pub et on se retrouve dans quelques secondes. Alors que vous avez à l'image à la fois la 550 Maranello de Voss et la Corvette de Longin et Kulpen, que juste pendant la pub, Liliane Briner est montée à bord de sa voiture. Elle a pris le relais de Enzo Calderari. La voiture de Liliane qui l'avait emporté l'an dernier, est actuellement 10e du classement général, 4 tours de retard sur la tête de la course. Et on revoit ces belles images de la Corvette qui tourne très très vite pour l'instant, avec Berthe Longin à bord. Saute en 2.19. Belle image de la Maserati de Marc Gossens également, de l'Aston Martin de Marc Gossens également. Paul, est-ce qu'on n'arrive pas à un moment toujours crucial d'une course de 24 heures, c'est l'entrée tout doucement dans la nuit? Oui, c'est vrai que c'est un moment qui est très important, c'est un moment difficile parce qu'il reste encore beaucoup de voitures et c'est sûr qu'au fur et à mesure de la nuit, en général, ça se réduit quand même beaucoup, mais c'est vrai que c'est un moment difficile. S'il y a un moment difficile, c'est quand la luminosité va vraiment baisser et où les phares n'éclairent pas suffisamment pour voir la piste, donc c'est toujours un moment assez critique, mais pour l'instant, le ciel a l'air très dégagé et si ça devait rester comme ça facilite énormément cette situation et on voit beaucoup mieux. Voilà, et on a changé le pneu sur la voiture de Jean-Philippe Belloc. C'est la voiture qui est la dernière là pour l'instant, la Ferrari qui est jaune et rouge et avec un petit peu de noir sur le côté. Donc finalement il s'en sort bien, pas de bobo. Dernier tour en 2 minutes 24, c'est un petit peu plus lent que les leaders, de l'ordre de 4 secondes. Mais apparemment la voiture va bien. Ce qui n'est pas le cas de la Maserati néerlandaise de Jeroen Blekemolen. Qui est sur place, qui est arrêté. Oui, là il était un petit peu en difficulté.
faut dire qu'il a 2 fous furieux derrière lui, qui sont devant maintenant, avec Voss et Turner. Elle commence à bien fonctionner, elle est 550. Elle remonte progressivement. 9e place pour Vincent Voss. 11e place pour Liliane Briner, qui vient de terminer son premier tour au volant de la voiture. Et ravitaillement chez la Saline. L'unique Saline inscrite dans ces Proximus 24 heures 2005, qui a fait un début de course fabuleux. Et pour revenir à la voiture de Vincent Voss, on nous le disait chez l'Arbre, on vise le championnat, on pense au championnat, on n'ira pas chercher l'impossible. C'est la grosse bagarre là à 3. Et vous l'avez à l'image, l'impossible. Oui, Voss qui a laissé passer Turner. Merci Vincent d'étayer mes propos. Les Aston qui ont repris le rythme, ils vont vite. Il est obligé de le laisser passer parce qu'il a un tour devant lui, donc même 2 tours devant, donc il a dû avoir des drapeaux bleus. Et à partir de ce moment-là, Vincent est obligé de laisser passer l'Aston, même si ça ne doit pas lui faire très plaisir. Mais, il vaut mieux tenir, même pour lui, c'est plus facile de rouler derrière et de caler son rythme sur l'Aston plutôt que de l'avoir derrière et s'exciter comme un fou à passer, puisque eux sont en train de remonter très fort avec Stéphane Sarrazin qui est apparemment à son volant actuellement. Et on écoute le pilote de Aston Martin. We started the race on full wets, and I think the Maseratis were on intermediate, so we started really strong, and as the track was drying out, Maseratis got much quicker, which is a bit of a shame. Début de course difficile sous la pluie. So we've probably 1 or 2 extra pit stops so far on top of what the Maseratis have done, so that's why we've lost our position. But at the moment, I think we've pegged the gap, and now if we can just work through the night and try and close in during the night, and maybe they have a situation where they need to do some extra pit stops. Voilà, il espère profiter de la nuit pour revenir au contact avec les Maserati. Quelle sera votre stratégie pendant la nuit? Double stints at the moment, so we're trying to carry on. The biggest problem we've got at the moment is the tyres won't do double stints, so maybe as the temperature goes down we can get a bit more life out of the tyres and do 2 stints on the tyres, and that will gain us 25-30 seconds every pit stop. Thank you. Voilà, on n'a pas tout compris parce qu'il y a eu beaucoup de bruit. Je ne sais pas si Paul peut nous apporter des éclaircissements. Oui, en fait, il lui posait la question sur savoir s'ils allaient continuer sur ce rythme-là, c'est-à-dire de changer de pilote et de pneus à chaque relais. S'ils allaient doubler la nuit, il a dit que pour l'instant, bien sûr, c'était impossible avec les pneus et que si avec la température qui baisse, ils arrivent à doubler les relais avec les pneumatiques, à partir de ce moment-là, les pilotes doubleront les relais. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est de voir le premier tour de Stéphane Sarrazin qui, avec le plein d'essence, vient de faire un tour en 2.26, ce qui est pratiquement dans les plus rapides actuellement, donc avec Goossens qui lui aussi, les 2 Aston sont très vite. Ouais, c'est les temps de qualif, la température baisse, la piste est sèche et là maintenant, je crois qu'on peut dire que c'est lancé quasiment. Après 4 heures de course, on a eu un petit round d'observation pendant 1 heure, mais maintenant, ils sont tous partis au charbon. Et attention, parce que c'est chaud entre la Corvette et la Stun. Stéphane Sarrazin, pilote qui sait tout faire, de la Formule 1, du GT et du rallye. On n'en voit plus beaucoup des comme ça. Il va passer, je crois. Ouais, il va sûrement passer, mais là la situation est différente. Là par contre il a pris un tour d'avance, il doit réellement récupérer cette place de 3e, donc ça va être intéressant à regarder. Et on voit que ça glisse encore un petit peu sur les côtés, donc il ne peut pas trop s'écarter non plus, il faut choisir un endroit vraiment sûr. Bon, il ne va pas s'énerver non plus, ça ne sert à rien, il a 20 heures à faire. Ouais, c'est vrai qu'il faut toujours garder son sang-froid, mais en même temps c'est difficile parce qu'il est en chasse derrière les Maserati. Ils savent qu'ils sont dans le rythme et qu'ils peuvent revenir sur eux, et en même temps ils ne peuvent pas perdre trop de temps encore derrière un concurrent qui est moins rapide, qui est pour l'instant la Corvette. Et pour lui ça va être difficile parce qu'il a le plein d'essence et ce ne sera pas évident de sortir un freinage, mais on va voir peut-être ici à la source ou à la chicane. On va voir ce que le moteur de l'Aston peut raconter ici dans Blanchimont, la partie la plus rapide du circuit. C'est clair, ça clignote. Derrière, ça se signale. Ce sera vraisemblablement pas pour la chicane. Non, il est trop loin derrière. Apparemment, la Corvette en moteur a l'air de bien marcher. Et alors, non, il passe pas non plus. La Corvette, c'est pas n'importe qui non plus. C'est une voiture qui est là pour gagner également. Alors, peut-être à la source, un gros freinage. Il tient l'intérieur. C'est jouable, mais bon, il ferme légèrement la porte. Hop. Ouais, là ça va être chaud en bas au raidillon. Il pourra. Voilà, ils sont côte à côte. Là, ça va être. Maintenant, c'est à fond. Là, c'est difficile en bas du raidillon.
Je pense qu'il vaut mieux qu'il s'applique à bien passer le radillon et essayer de le passer au cône. Oui, peut-être dans la ligne droite, C'est là, plus effectivement. En prenant son inspiration. Il a l'air bien mis. Alors, Berthe Longin devant Stéphane Sarrazin. Il se montre. Alors que l'autre Aston est légèrement devant. Ça ne passe pas. Il reste rien à prudent. faire. Il est prudent, mais il est tout près quand même. Prêt à profiter de la moindre opportunité. Et là, il peut avoir un allié ou un ennemi, le trafic. Ouais, puis c'est un peu d'intox aussi. On met un peu de pression sur le pilote qui est devant. On l'oblige à regarder dans ses rétros. L'erreur est plus facilement commise. Ouais, tout à fait. Alors, la Porsche qui va arbitrer le débat. Non, ça va, elle se met sur le côté. Oui. Il est presque. Ça aurait pu être pire. Il a freiné, Sarrazin, il a freiné. C'est la 3e place qui est en jeu. Ouais, c'est vrai que Stéphane Sarrazin va aussi essayer de lui mettre, s'il voit qu'il peut pas le doubler vraiment facilement, il va lui mettre beaucoup de pression, comme vous disiez, c'est-à-dire qu'il va se mettre à un coup à gauche, un coup à droite dans les rétros pour que le pilote le sente vraiment très, très, Fantastique très. le slalom. Et là, je peux vous dire que les deux Porsche là pour eux c'est très difficile parce qu'ils ont deux ovnis qui leur restent dessus et, Où se mettre et on sait pas très bien où se mettre. Une attaque dans Voilà, ce petit c'est fait. droit. Non, c'est Non. pas fait. Un petit peu optimiste. Et de retour à Blanchimont, en tout cas au raccordement. Bon, c'est un garçon intelligent, Stéphane Sarrazin, hein, donc il va pas faire de folie non plus. Ouais, c'est un garçon qui a beaucoup de tête en course, on l'a vu. Hein. Voilà, de nouveau appel de phare. Ouais, bon, ça, les appels, c'est pour énerver un petit peu le copain qui est devant. Mais lui, il doit dire, mais moi, je veux pas te laisser passer, je suis devant. Je suis pas un attardé. Je suis Et pas on est un content. attardé. Et voilà. On est content d'avoir un duel parce que jusqu'à présent on était un petit peu en manque là, très honnêtement. Et là c'est sympa, c'est une vraie course de voiture. Il est très très à l'attaque à Sarrazin. Arrière vient de chasser. Passera pas. Tout à l'heure ça n'a pas marché. Voilà, et il va voir, ça c'est Longin qui a laissé Ah, il s'est passer. loupé. Il s'est loupé ou il a laissé passer? Alors, je sais pas, peut-être il l'a laissé. C'est bizarre parce que s'il avait laissé passer, je pense qu'il l'aurait peut-être fait avant. Ou d'un autre côté, bon, il n'a pas supporté cette pression qu'il mettait depuis tout à l'heure, Stéphane, et il préfère justement rouler On va regarder, tranquillement. hein, analyse. Non, il le laisse passer. Oui, parce qu'il n'a pas bloqué rien du tout. Faut dire que Berthe Longin, dans le même cas de figure, il sait qu'il reçoit beaucoup de pression, il sait que l'Aston va plus vite que lui, il n'a pas envie de s'énerver non plus. C'est peut-être plus ça, je le laisse passer, je me mets derrière lui, moi je fais ma course, s'il a envie d'y aller, qu'il y aille quoi. Ouais, tout à fait. Il se rend compte que le rythme de l'Aston est beaucoup trop élevé pour lui et il ne peut pas suivre. Et il risque justement de faire une erreur et de perdre beaucoup plus à faire un tête à queue ou aller dans un bac à sable et il va reprendre son rythme et continuer comme ça. Pour l'instant, ils occupent une très bonne 4e place. La course est encore longue et le podium est tout à fait possible pour eux. Et comme disait Jacques Lecomte, eux aussi ils jouent le championnat, faut pas l'oublier. Et pour l'instant, il a la voiture de Sarrazin et il n'est pas dans le championnat, donc pour l'instant, il est sur le podium au niveau des points. Tout à fait. Ce qui nous donne pour l'instant 2 bêtes d'endurance aux 4e et 5e positions, 2 corvettes, les 2 seules inscrites, Longin 4 et Duet 5, tous les deux à 2 tours. Le meilleur chrono pour Longin 2:19.5 et meilleur chrono pour Duet 2:22.7. Et vous le remarquez tout à l'heure Fabrice, c'est vrai que c'est pas inintéressant, il n'y a que les 2 Maserati du team Vitaphone qui sont dans le même tour. Tous les autres sont à un tour ou plus. Après 4 heures de course, ça va quand même très vite. Ouais, ils ont adopté un rythme qui est très élevé. Et alors on ne sait pas si c'est de l'intox et ils savent que ça va peut-être pas C'est durer, terrible, hein, ça c'est la grande inconnue de ces très 24 longtemps, heures. ou, Tiendra pas. Hein. Ou est-ce que c'est vraiment le rythme qu'ils ont décidé d'adopter et qui va leur permettre, en tout cas pour l'instant, s'ils maintiennent ce rythme, c'est difficile. Il n'y a que l'Aston éventuellement, et encore, ils sont par rapport à la plus rapide, ils sont quand même une seconde moins vite. 2,20 pour Sarrazin, 2,20 pour Davis sur la Maserati, 2,19 pour Van de Poel. On l'a vu tout à l'heure, c'est effectivement Eric qui est au volant. Francorchamps il connaît, les grosses voitures il connaît aussi. Et effectivement Nicolas Minassian qui fait une belle remontée. Et voilà qui explique aussi la raison pour laquelle Longin a préféré laisser passer Sarrazin, c'est parce qu'il savait qu'il y avait un arrêt au stand programmé. Il ne savait rien de tenter le diable. Et c'est Kumpen qui va prendre le volant, on l'a vu se préparer tout à l'heure. Anthony Kumpen, l'autre Belge qui roule sur cette voiture.
L'homme à la crête d'Iroquois, à qui un jour une marque de casque pourrait avoir la bonne idée de lui mouler sa crête. En marketing, ça peut marcher. Et attention, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, Anthony Kimpane, c'était plutôt un pilote assez chaud, puisqu'il faisait des one-shots, donc il aimait bien d'essayer de faire un exploit ou l'autre. Mais cette année, ils font effectivement le championnat, comme l'a dit Paul. Et du coup, ils sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus mesurés dans leurs efforts. Et Anthony Kimpane, il est rayonnant, il est serein, il s'énerve pas. Il y a 3 ans, il avait quand même mis une voiture dans le rail qui avait mis le feu à la moitié du circuit ici, juste devant nous. Alors, je pense qu'Anthony, bon, je l'ai eu chez moi pendant un an, c'est un garçon qui va très très vite. Je crois que maintenant il a son tout mûré, il a vieilli et sa rapidité plus la sagesse qui vient avec l'âge le bonifie comme pilote. Super sympa, super accessible en plus, ce qui ne gâche rien. Et on en profite, on l'aime bien cette voiture, elle est quand même mythique, elle a gagné les 24 heures du Mans l'année passée, ne l'oubliez pas. C'est une bête de course, solide. Gagneuse. Comme disait Julien Modaz. Et voilà, ils sont repartis. Et on salue l'autre Corvette. Une Corvette qui en remplace une autre. Marc Duet, ex-vainqueur des 24 heures, que Paul connaît bien. Oui, je connais bien, on a roulé souvent ensemble et c'est un garçon très, très sympa. Je suis très content de le revoir dans une auto compétitive ici aux 24 heures de Spa et en plus de rouler devant, donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et je suis pas sûr que Marc, en s'inscrivant à ces 24 heures, pensait être tellement à la fête après 4 heures. Hein. Il nous avait dit, moi je suis un vieil homme, je viens rouler, c'est sympa, on a une bande de potes, on s'amuse, mais même chose l'année passée, il était venu un petit peu en touriste sur la Viper qui partageait avec Loïc Demont et Stéphane Lemray. Et même chose, ils étaient 5e à 10h du soir, je crois. Donc ça reste une valeur sûre malgré tout. Marc qui a toujours cette fabuleuse cote de popularité. Année après année, ça ne fait que croître. Son fan club le suit partout. Un peu à l'instar de Sarrazin, l'homme qui sait tout faire, l'homme qui a conduit, piloté toutes les voitures. Allez, attention, parce que Van de Poel est derrière lui. Ça va se faire sans doute à la source. Il va quand même beaucoup plus vite cette Maserati, qui est à 96 tours, presque 100. Et ça fait 4 heures et 6 minutes qu'on roule. Voilà. Marc qui regarde bien ses rétros, on vient de le voir très clairement. Il ne s'incline pas, c'est encore trop tôt. Oh, après le raidillon. Et derrière, on a une des deux Ferrari du team L'Arbre Compétition. Je n'ai pas pu identifier laquelle c'était. C'était celle de Vincent Voss. La Gilet Vertigo, pas en grande forme visiblement au virage de Bruxelles. Non, pas en grande forme du tout. C'est dommage, ouais, c'est dommage. Ce serait quand même sympa qu'elle termine cette voiture. La 100% belgo-belge. Voiture qui roule avec Bas Lenders, Renaud Cupens qui est au volant. Jérôme D'Ambrosio et Sylvie Delcourt. Oui, Jérôme D'Ambrosio, attention. Et ça c'est un petit peu frité entre deux Porsche là. Sur la Porsche 55 de Lambassi Racing. Et la 67 de Mochia, Groppi et Camatias. Joël Camatias qui avait roulé en Formule 3000 avec Kurt Mollekens au sein du team KTR. Et on a vu que la Lister était revenue encore une fois, décidément. Voiture increvable. La voiture de Patrick Chaillet au stand. Une des petites Porsche. Ouais, avec Laurent Neff et Jacques Mourlet. Laurent Neff, spécialiste du BTCS. Sur Porsche également. Et Jacques Morlet qui peint la moitié des casques des pilotes belges. Et étrangers d'ailleurs. Ouais, on en a déjà pas. Et Damien Kounz qui roule avec Anthony Beltoise. Là on est dans les GT2. Cette Porsche de chez PSI. Grand sorcier, grand spécialiste de la Porsche. Belle image au ralenti. Et encore un Belge, Olivier Huygens. On vous a déjà parlé de cette voiture qui est sponsorisée par les 24 heures de Zolder. Et la Viper de Didier Rodriguez. Paul Belmondo, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci. On vous souhaite de bien meilleurs week-ends que celui-ci.
Oui, bien sûr, mais bon, c'est la course, c'est comme ça. Et ça sera sûrement beaucoup mieux la prochaine fois. À bientôt, merci beaucoup. Voilà, prochain rendez-vous 22h20 sur Club RTL et nous on se quitte avec Van de Poel qui est toujours en tête de la course. Ce n'est pas la voiture que vous voyez là, mais il y a quand même un Belge en tête des 24 heures. Voilà, à tout à l'heure.